En fait, si vous suivez le marché, vous faites du marketing. Mais si vous voulez au contraire être leader dans votre territoire, eh bien, il ne faut pas suivre le marché, il faut inventer, suivre vos propres intuitions. Il faut être très connecté à l'époque, c'est-à-dire tous les jours écouter l'actualité et retirer de l'actualité ne serait-ce qu'une seule information qui va vous servir à comprendre l'esprit de la société. C'est ça la force du digital, c'est qu'il faut saisir le digital comme une occasion formidable de parler à un plus grand nombre, mais toujours comme un moyen. Le digital est un excellent serviteur, mais c'est un mauvais maître. Bonjour et bienvenue dans Drift. Bienvenue, mais c'est vous qui nous recevez ici, Nicolas Devilliers. Vous êtes le président du Puy du Fou. Merci de nous recevoir dans le théâtre Molière. Pour cet événement Drift, on s'adresse à des cadres, dirigeants, managers du secteur automobile. Pourtant, votre actualité, c'est plutôt le train avec un Tour de France, c'est ça que vous venez d'annoncer ? Oui, avec un spectacle en fait. C'est-à-dire c'est le plus grand, le plus long, le plus extravagant des spectacles jamais imaginés, parce que c'est un spectacle de 6 jours et 5 nuits qu'on propose avec un théâtre qui est un théâtre Belle Époque, qui est une œuvre d'art. Et ce théâtre, il est roulant, c'est un train. Et donc on va y monter, on va y dormir, on va s'y restaurer et on va y vivre toute une sorte d'aventure faite de surprises qui vont à chaque fois nous permettre de découvrir les splendeurs françaises. Donc un Tour de France, on n'est pas du tout dans le lieu, ces ruines, ce château d'il y a 40 ans, ou plus de 40 ans, la cinécémie est née. Comment on garde l'esprit ? En fait, depuis l'origine, le Puy du Fou finalement célèbre l'âme d'un peuple, qui est l'âme du peuple français dans son histoire, dans ce qu'il a de plus riche à offrir au monde, ce patrimoine culturel extraordinaire. Et en fait, le Puy du Fou est né d'une intuition qui est les Américains ont une souris, nous on a Victor Hugo, on a Jeanne d'Arc, on a des femmes et des hommes extraordinairement héroïques et admirables. Il faut raconter tout ça, puis on a des architectures, on a des paysages fantastiques, etc. Et donc c'est vrai que pour créer au Puy du Fou, il faut être convaincu que la France est un spectacle extraordinaire. Et avec le train, la France va devenir notre plus grand spectacle. Ce qui a fait que donc, cette histoire, surfer sur cette histoire, vous a amené à être élu plusieurs fois meilleur parc du monde. Comment on se crée cet ADN où on atteint ce Graal, alors que le milieu est plutôt normé, les parcs à thème, les parcs d'attractions ? En fait, justement, je crois que la leçon, c'est qu'il faut suivre ses intuitions. Et il ne faut surtout pas chercher à marcher dans les pas du marché. Le marketing, vous savez, qui dirige tout aujourd'hui, est pour nous le contraire du bon sens. En fait, si vous suivez le marché, vous faites du marketing. Mais si vous voulez au contraire être leader dans votre territoire, eh bien, il ne faut pas suivre le marché, il faut inventer, suivre vos propres intuitions. Et les gens vous suivront, en fait. Vous savez, au Puy du Fou, on offre aux gens non pas ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Et c'est ça qui nous permet de rencontrer le succès. C'est-à-dire qu'on anticipe sur la demande du visiteur ? C'est vous qui la drivez ? On ne raisonne pas en termes de demande, on raisonne en termes de rêves. Voilà, quels sont nos rêves et quels sont les rêves qui sont les plus universels dans les rêves d'enfance que nous avons. Et quand on a un rêve dont on sent qu'il est universel, eh bien, on le crée, on en fait une réalité et on le fait partager. Et on voit qu'en fait, les rêves, la plupart du temps, sont universels et c'est ce qui fait le succès d'un rêve devenant réalité. Vous avez repris le flambeau, on va prendre cette expression-là, de votre père, fondateur. Vous étiez président depuis 2012. Comment ça se passe ? Comment ça se gère ? Comment on garde l'esprit originel tout en continuant à développer ce Puy du Fou ? Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qui fait la force et la faiblesse d'une aventure comme la nôtre, ou plutôt la force et la fragilité éventuelle, et parfois d'ailleurs c'est lié. Et c'est ça qui est constitutif de ce qu'on pourrait appeler notre ADN. Et en l'occurrence, au Puy du Fou, la force qui est la fragilité en même temps du Puy du Fou, c'est que c'est une aventure désintéressée. C'est-à-dire que ça n'est pas une aventure capitalistique, c'est une aventure artistique qui a pour corollaire une aventure humaine, mais ce n'est pas une aventure qui a pour but de faire de l'argent, puisqu'il n'y a pas de remontée de dividendes. On n'est pas du tout dans cette logique-là, il n'y a même pas de droit d'auteur pour les auteurs, etc. On est dans une logique qui consiste vraiment à donner le feu de notre passion sur nos scènes de spectacle et puis demain dans d'autres territoires d'expression, comme par exemple le train, de telle sorte à ce que cette passion soit partagée par le plus grand nombre. C'est ça notre objectif, c'est ça qui nous le fait lever le matin et qui fait la singularité du Puy du Fou. On peut quand même citer les chiffres, 600 millions d'euros investis depuis 1977, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Non, on est très très au-delà de ce que vous dites,
très au-delà de ce que vous dites. On est à plusieurs milliards en réalité aujourd'hui si on comptabilise tout ce qui a été investi depuis le début. Donc l'objectif pour nous, ce n'est pas de compter les euros, de savoir ce qu'on a investi et de savoir ce qui reste à investir. Ce qui compte, c'est quels sont nos rêves et quels sont les rêves qu'on n'a pas encore réalisés. Vous savez, moi, je pars d'un principe simple. Si je veux réussir ma vie, et je partage ce rêve avec tous les Puy-Follais, je dois réaliser mes rêves d'enfance. Voilà, c'est ça le critère qui dit que vous avez réussi votre vie. Si vous avez réalisé un rêve de gosse, alors vous avez réussi votre vie. Si on reprend justement cette idée de flambeau, de continuer à innover, ça passe aussi par le digital avec une grande réflexion qui a été menée par vous avec des actions concrètes là en ce moment? Absolument. Le digital, vous savez, est entré dans nos vies et maintenant vous pouvez depuis votre canapé commander à manger, de quoi vous vêtir, de quoi vous divertir sans bouger de chez vous. Donc pour un site comme le Puy du Fou, comment faire pour attirer aujourd'hui les visiteurs, c'est-à-dire faire en sorte de les convaincre de venir et de sortir de leur canapé justement connecté? Eh bien la réponse, elle est en mêlant le digital à l'aventure artistique du Puy du Fou, c'est-à-dire en ayant d'une façon ou d'une autre des vitrines sur le terrain digital qui permettent d'amener finalement le visiteur à savoir que le Puy du Fou non seulement existe, mais qu'il vivra une aventure complète, une expérience incroyable, totalement immersive, que jamais il ne pourra vivre par le digital. En fait, le Puy du Fou, c'est une aventure artistique qui n'est pas downloadable, si je puis dire, même si c'est l'expression, elle n'est pas française. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas la télécharger. On ne peut pas la télécharger. On doit la vivre. On doit la vivre et pour ça, il faut venir dans le lieu. Et c'est ça la force du digital, c'est qu'il faut saisir le digital comme une occasion formidable de parler à un plus grand nombre, mais toujours comme un moyen. Le digital est un excellent serviteur, mais c'est un mauvais maître. C'est-à-dire que c'est un outil en plus qui vient moderniser un Puy du Fou qui n'est pas old school, pour reprendre une autre expression anglaise. On a toujours mêlé dans nos spectacles la haute technologie, technologie de pointe, des technologies qui viennent de l'automobile, de l'aéronautique, à des idées, d'effets spectaculaires. Donc c'est une technologie qui ne se voit jamais mais qui est au service de la mise en scène. Et ça, c'est vrai que cette culture-là de la technologie et des nouveautés technologiques qui sont intégrées dans les histoires qu'on raconte est quelque chose qu'on a depuis très longtemps. Donc le digital aujourd'hui est quelque chose qui nous paraît prolonger parfaitement finalement la façon pour le Puy du Fou de raconter des histoires, inspirées de la grande histoire, mais sous des formes différentes. Vous pensez à quoi comme exemple en parlant de l'automobile ou alors de l'intelligence artificielle pour les visiteurs ? Nous travaillons par exemple avec des ingénieurs qui sont des gens qui travaillent normalement pour des industries automobiles, les robots qui fabriquent les voitures par exemple. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de nos spectacles, nous avons besoin de ces technologies qui sont des technologies extrêmement robustes, qui savent répéter 1000 fois ou 10 000 fois le même geste dans une seule année, même bien davantage. Et donc, ces technologies très robustes sont parfaitement adaptées à ce que nous cherchons à faire nous, parce que nous jouons nos spectacles 600, 700, 1000 fois par an, et que ces spectacles durent plusieurs années. Il faut donc des technologies extrêmement robustes. Et donc, ce ne sont pas des gens de spectacle, ce sont des gens de l'industrie qui arrivent dans notre terrain, qui sont parfois un peu perdus, mais on les mène comme on emmènerait une personne non-voyante, avec bienveillance, en leur disant précisément ce qu'on veut, et on obtient à la fin un spectacle dont la technologie est dissimulée derrière la mise en scène. Et où est le garde-fou, alors, sans jeu de mots, sur l'aspect technologie qui ne doit pas prendre le pas sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'expérience réelle ? La question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous avez envie de raconter, qu'est-ce que vous avez envie de montrer ? Si vous avez envie de raconter et de montrer, vous pouvez à ce moment-là créer un spectacle. Sinon, si vous mettez la technologie devant, eh bien, ça devient un spectacle qui très vite peut perdre son âme. N'oublions pas qu'on s'adresse à des êtres humains. On ne s'adresse pas à des technologies, on ne s'adresse pas à des poissons, on ne s'adresse pas à des plantes, on s'adresse à des êtres humains. C'est eux qui viennent nous voir. Donc on parle de l'être humain à l'être humain. Et c'est un dialogue d'âme à âme entre la scène et la tribune, ou entre la scène et le spectateur, parce que ce n'est pas toujours des tribunes chez nous, parfois il y a des spectacles immersifs. Quelle que soit la forme du spectacle, il faut toujours se rappeler que c'est ça l'objet, c'est de parler au cœur, et donc d'aller vraiment chercher les lieux communs de l'humanité, l'amour, la souffrance, la mort, l'espérance. Et donc le Puy du Fou n'a pas peur d'aller attaquer des sujets dramatiques, là où en général dans les parcs d'attractions auxquels on est parfois comparé, en fait on cherche à faire seulement rire, rester à la surface des choses. Au Puy du Fou, on descend dans le tréfonds de l'âme humaine parce qu'on sait que c'est ça qui va laisser une véritable émotion pérenne dans le cœur de ceux qui viennent nous voir. C'est ça qui vous fait jouer entre justement la tradition et la modernité, que le Puy du Fou ne perde pas son âme avec
ces technologies? Vous savez, encore une fois, c'est la question qu'il faut se poser chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, que ce soit le Grand Tour, notre nouveau train, que ce soit un nouveau spectacle dans une autre forme. Il faut toujours se dire quel est le message que j'ai envie de faire passer, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et quelle émotion ça va produire dans l'esprit ou dans le cœur du spectateur. C'est ça l'enjeu. Et une fois que vous avez bien répondu à cette question-là, et que c'est ça votre objectif, le reste sont seulement les moyens pour y parvenir. Donc on parlait du digital par exemple. Le digital c'est un formidable moyen, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Et de la même façon, les technologies qui s'intègrent quand elles viennent du monde de l'automobile ou de l'aéronautique, ça doit toujours être un moyen pour atteindre un objectif clair, c'est-à-dire quelle est l'histoire qu'on raconte et quel est le message qu'on a envie de délivrer aux spectateurs. Comment est-ce que ça pourrait s'adapter au secteur de l'automobile, à ceux qui vous regardent et qui vous écoutent, qui gèrent une concession depuis plusieurs générations, qui sont face à des grandes mutations liées au digital et qui ont peur Eh bien, je crois qu'il faut toujours se dire, à chaque fois qu'on est face à un métier quel qu'il soit, et par exemple le métier de l'automobile, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du métier de l'automobile, mais la question que je me poserais sans doute si je devais intégrer ce métier-là, c'est quel est le sens de mon métier, c'est-à-dire à quoi sert une automobile. D'abord, elle sert à se déplacer, et ensuite, quels sont les enjeux, quelles sont les aspirations de notre époque demain par rapport au concept même d'automobile. Il y a certes des préoccupations d'ordre écologique, mais il y a aussi les préoccupations, par exemple, du confort. Le confort de conduite, le fait de pouvoir demain avoir des voitures autonomes, d'avoir certes des voitures électriques, ça c'est l'aspect plus écologique, mais je crois les grands aspects qui sont aujourd'hui sur la table de la réflexion. En fait, l'enjeu pour l'automobile, il est le même que pour le Puy du Fou d'une certaine façon. En tout cas, il y en a un en commun, c'est qu'on cherche à savoir quelle est l'aspiration de l'époque demain. Donc moi, je pense que, et j'incite mes collaborateurs à le faire, il faut être très connecté à l'époque, c'est-à-dire tous les jours, écouter l'actualité et retirer de l'actualité ne serait-ce qu'une seule information qui va vous servir à comprendre l'esprit de la société, l'esprit de l'époque et à anticiper ce qui sera demain, ce que j'appelle l'aspiration, c'est-à-dire non pas le besoin simplement primaire, mais vraiment le vœu parfois non exprimé de la société de demain. Quand Steve Jobs crée l'iPhone, personne ne lui a demandé. Vous voyez, ce n'est pas un besoin primaire de la société. Pourtant, c'est une aspiration de l'époque. Il le sent. Il pense que lui, il en aura besoin de cet objet. Il le crée. Et dès la première version, il en vend 1 milliard. C'est bien qu'il répondait à une aspiration de l'époque. C'est ça le génie. Et donc, je crois que dans l'automobile, c'est le même principe. Il faut se dire finalement, de quoi l'époque a-t-elle besoin et quel est ce besoin auquel on n'a pas encore répondu. Et c'est ça l'automobile de demain. Vous avez bien mérité la clé Drift. Je vous la Merci donne. beaucoup. La clé de l'événement, le rapport à l'automobile que vous venez de nous expliquer votre vision de l'avenir. Alors justement, l'avenir et le digital, pour revenir à ça, c'est aussi le jeu vidéo que vous allez développer. Mais là, en externe, on parle de Microïd, une structure digitale. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut investir tous les champs dans lesquels on peut raconter une histoire inspirée de la grande histoire, et le jeu vidéo en fait partie. C'est évidemment un domaine qui est en pleine expansion. C'est un domaine qui aussi touche une catégorie de personnes, en particulier chez la jeunesse, mais pas seulement, qui sont en général des passionnés. C'est-à-dire que les jeux vidéo sont très vite addictifs. D'ailleurs, on peut considérer que c'est une mauvaise chose, on peut considérer que c'est une bonne chose. La question n'est pas pour moi de porter un jugement sur la nature même des jeux vidéo, mais de considérer que c'est en tout cas, ça serait une grosse erreur de passer à côté de cet univers-là. C'est un univers qui aujourd'hui est en pleine expansion et qui touche de plus en plus de gens et dans lequel je crois qu'il faut être. Moi, quand je vois un spectacle qui est d'une qualité qui ne me paraît pas à la hauteur, eh bien, je me dis, plutôt que de critiquer ce spectacle, mon objectif, c'est de le remplacer et de proposer autre chose que ce spectacle dont j'ai critiqué intérieurement la qualité. Eh bien, dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Il y a des jeux vidéo de toutes sortes. Il y a des choses de très grande qualité, il y a des choses de moindre qualité, peu importe. Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de dire c'est un terrain d'expression formidable pour embarquer les gens dans une belle histoire qui leur fasse aimer la grande histoire. L'histoire de France, l'histoire de l'Espagne où nous sommes aussi, l'histoire de tous les pays qu'on va traverser, l'histoire de tous les peuples qui ont une belle histoire à raconter. Ils sont très nombreux sur cette planète, c'est une bonne nouvelle. On parlait de la structure avec laquelle vous allez collaborer. On est obligé de collaborer, on ne peut pas tout développer en interne ?
Bien sûr que c'est pas tant qu'on est obligé, mais on fait des choix stratégiques. Il y a parfois des savoir-faire qui sont stratégiques, qu'on internalise dans une entreprise, et parfois on considère qu'ils ne sont pas nécessairement stratégiques, et on les externalise, ou bien on considère qu'on ne les maîtrise pas. Il serait une folie, nous, de créer un studio de jeux vidéo, alors même qu'on n'a pas créé le premier jeu vidéo. Il faut commencer par travailler en partenariat avec un partenaire extérieur, apprendre le métier, voir comment ça fonctionne, apprendre ce qu'on appelle le modèle finalement d'ensemble de création, le modèle économique qui va avec, etc. Puis ensuite se poser la question de savoir si on l'internalise ou pas. Mais il ne faut pas chercher à internaliser tous les savoir-faire qu'on développe, parce que je crois que quand on a des gens qui sont bien meilleurs que vous, qui connaissent le métier, ils vous font gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et vous évitent beaucoup d'erreurs. Donc il vaut mieux leur faire confiance. Donc la croissance via ce jeu-là, pour le digital, le virtuel, la croissance aussi physique avec l'internationalisation de ces histoires que vous racontez. On parle d'Espagne, on parle d'Asie, pourquoi, comment? À partir du moment où on a réalisé que le Puy du Fou était une intuition universelle, c'est-à-dire qu'on avait un mode d'expression, et ce mode d'expression pouvait en fait s'appliquer à tous les peuples et à toutes les histoires et à toutes les identités culturelles, alors on pouvait quitter nos propres frontières et aller dans d'autres pays, ce qu'on a fait aux Pays-Bas d'abord avec une légende hollandaise. Notre spectacle est créé en 2013 et aujourd'hui nous l'opérons toujours. On a ensuite créé un spectacle en Angleterre en 2016. Et là on s'est dit, il faut qu'on parte nous-mêmes et qu'on soit à la manœuvre de notre propre destin. Et donc, on a décidé d'acheter un terrain en Espagne parce qu'on a analysé un certain nombre de pays et parce que l'Espagne nous a paru celui qui avait une histoire extraordinairement riche, celui qui avait... Alors, d'autres pays ont des belles histoires riches, hein, mais il y avait aussi 40 millions d'Espagnols capables de venir dans un parc. Il y a une vraie culture, je dirais, de la vie culturelle, enfin, un habitus de la vie culturelle qui est clair en Espagne. On sort beaucoup en Espagne, on aime sortir, on aime aller au cinéma, on aime aller au théâtre, etc., etc. Et donc, il y a pour plein de raisons, aussi géographiques, on a choisi Tolède. Le tourisme, c'est l'un des premiers pays touristiques au monde. Bref, l'Espagne avait beaucoup de qualités et c'est pour ça qu'on a jeté notre dévolu sur l'Espagne et qu'on s'est installé là-bas pour créer Puy du Fou espagnol. La Chine, Shanghai? La Chine, aujourd'hui, qui est un pays aussi incontournable. C'est-à-dire, quand vous voulez devenir ce que je souhaite pour le Puy du Fou, la référence mondiale du grand spectacle enraciné dans les cultures dans lesquelles on va, donc le grand spectacle enraciné, on pourrait dire, il faut passer par tous les pays qui sont emblématiques je dirais, de la marche en avant du monde. Et la Chine fait partie des pays qui comptent aujourd'hui dans le monde, incontestablement. C'est un pays qui compte non seulement par sa démographie, mais aussi par les actions qu'elle met en place. Ensuite, moi, je regarde la Chine comme un pays qui a d'abord 5000 ans d'histoire, et c'est d'abord ça qui nous attire en Chine. Et puis, ce sont les Chinois qui sont venus nous chercher. Donc, honnêtement, si les Chinois n'étaient pas venus nous chercher, on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de regarder la Chine avec autant d'intérêt. Ils sont venus nous chercher en nous disant, écoutez, on veut vraiment mettre en valeur notre histoire, on a besoin de recréer, retisser le lien amoureux entre le peuple chinois d'aujourd'hui, celui de notre époque, 21e siècle, et les siècles passés, parce que la Chine a peut-être un peu oublié qu'elle avait 5000 ans d'histoire et elle a envie d'en parler au monde depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est vraiment le vœu, y compris le vœu politique de la Chine, que d'en parler beaucoup. Donc voilà, on arrive à un moment de l'histoire de la Chine où la Chine serait heureuse d'avoir un Puy du Fou. Alors, on avance doucement, et en Chine, c'est toujours complexe au sens où c'est culturellement très éloigné de nous. Donc, il faut s'adapter. Et on espère pouvoir ouvrir un premier spectacle dès 2022 au cœur de Shanghai. Avec cette question, finalement, on boucle la boucle. Le Puy du Fou, une partie de cette histoire de France qui s'exporte, ou alors la notion de marque Puy du Fou également? En fait, l'idée, c'est que le Puy du Fou devienne une référence mondiale, c'est-à-dire une marque qui fasse rêver les petits-enfants du monde entier, qu'ils soient brésiliens, indiens, chinois ou américains. Ce que je crois possible, et ce pourquoi on se bat, c'est que d'ici 15 ans, eh bien, ces petits-enfants du monde entier aient un rêve parmi leurs rêves, celui d'un jour aller dans un Puy du Fou, celui de leur pays ou celui d'un autre pays, mais en tout cas, ça doit devenir leur rêve, et ça demande à ce que la marque rayonne sous beaucoup de formes, de façon puissante, et qu'elle montre qu'il y a une autre façon de raconter des histoires, non pas une façon déconnectée, qui soit seulement une façon issue de l'imaginaire ou de l'imagination, mais sans connexion avec les racines. Mais il y a une façon Puy du Fou qui est celle qui consiste à puiser dans l'histoire des héroïnes, des héros, qui sont des êtres humains dignes d'admiration et qui finalement nous donnent une chose plus précieuse que tout le reste, une vraie espérance en l'être humain.
Donc ça, c'est le rêve dans 15 ans. Et pour finir, dans 10 ans, concrètement, vous le voyez comment, le Puy du Fou? Dans 10 ans, nous aurons 4 Puy du Fou dans le monde. Aujourd'hui, nous en avons 2, un en France, un en Espagne. Il y en aura 2 autres d'ici 2030. Et puis, nous aurons développé un certain nombre d'autres langages d'expression artistique, comme par exemple le train, mais aussi comme l'univers, bien sûr, des plateformes et du cinéma, c'est-à-dire concrètement les films, les séries, qui sont des manières de raconter des histoires inspirées de la grande histoire, mais non pas sur scène, sur grand écran, ou sur écran en général de tablette. Ça fait partie des langages vers lesquels nous irons dans les prochaines années. Et on suivra ça. Merci Nicolas Devilliers. Merci à vous.